Vincennes avec un grand L. Une série de podcasts imaginés par la ville de Vincennes à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Épisode 23, Maric. De sa mère hollandaise, Maric Meyran a gardé l'idée qu'il fallait ajouter un grain de folie dans sa vie pour qu'elle soit jolie. De son père français, elle a hérité l'envie de rester maîtresse de son destin, quoi qu'il en coûte. Traductrice littéraire en freelance, elle a plusieurs fois réinventé son quotidien, avec détermination, énergie et bonne humeur. Son credo, rire au moins 2 fois chaque jour. Je m'appelle Maric, je suis traductrice freelance. Je m'occupe de l'organisation du Festival de littérature America qui a lieu à Vincennes tous les 2 ans. Je m'occupe plus particulièrement de la journée scolaire dans le cadre du Festival Jeunesse. En fait, on a monté même le Festival Jeunesse avec nos petites collègues. Donc le Festival Jeunesse est vraiment partie intégrante du festival. Je suis aussi dans l'ordre fille, sœur, amie, maman, grand-mère, j'ai même été marâtre. Voilà, donc c'est beaucoup déjà pour commencer. Zit er geen schimmel tussen? Aan het koeven horen ze wijf, die zit er gewoon samen met jou. Ma maman était hollandaise, mon papa français. Ils se sont dragués sur une plage, exactement comme dans les films des années 60. Nous étions 3 filles. Ils voulaient 4 garçons, donc je pense qu'ils nous ont élevés de manière un peu différente. D'abord parce qu'effectivement ils avaient 2 cultures déjà très, très différentes. Il y avait aussi le mélange du protestantisme et du catholicisme, donc avec une certaine rigueur et en même temps une énorme liberté. On a grandi avec donc 2 cultures, 2 religions, 2 langues. Bientôt plus parce qu'en fait on a aussi habité à l'étranger et puis après mon père a travaillé à l'étranger, donc c'était très melting pot à la maison. Et puis justement, comme mon père n'était pas beaucoup là, c'était à la fois une sorte de gynécée, mais en même temps il fallait qu'on se débrouille sans hommes, on va dire, parce qu'il n'y en a pas eu tout de suite. Donc on était à la fois très, très filles et en même temps pas garçons manqués, mais enfin assez débrouillardes quand même. Donc, c'est vrai qu'à l'époque on avait vraiment le sentiment qu'on n'avait pas du tout la même éducation que nos petits camarades de classe, d'autant qu'on habitait dans une ville très bourgeoise. Et nous, on avait cette apparence très bourgeoise dans le fonctionnement, dans les manières, etc. Et en même temps, il y avait une énorme liberté à la maison, dans l'habillement, la musique, la manière de dire, de faire, beaucoup de communication surtout. Droomland, oh ik verlang zo naar Droomland. Daar is steeds vrede, ga met me mee. À un moment donné, mes parents ont acheté une grande maison qu'on a d'ailleurs toujours dans cette ville. On a déménagé au mois de décembre, il n'y avait pas de chauffage, donc on ne se chauffait qu'au feu de bois. Donc à 10 ans, 12 ans, on savait déjà fendre des bûches, on savait faire un feu. On n'avait pas de jardin, c'était encore un genre de potager, donc après l'école on bêchait les patates qu'on mangeait le soir parce qu'en plus on était fauchés forcément. On savait ouvrir les huîtres très tôt. Mes parents achetaient des fûts de vin et donc on le mettait en bouteille. Donc à 7-8 ans on mettait du vin en bouteille, on savait les boucher, etc. etc. D'ailleurs mes enfants savent le faire aussi. Ils ont commencé ça bien avant de se mettre à boire du vin. Mais à côté de ça, il fallait qu'on soit féminine, mignonne, qu'on travaille bien à l'école, qu'on se tienne bien à la table, et finalement, forcément, qu'on ne dise pas de gros mots, on n'avait pas le droit de se maquiller, en tout cas pas tout de suite. On fumait en cachette, comme tout le monde. Enfin, on était après des enfants normaux aussi, mais il y a un tas de choses qu'on faisait. J'ai une sœur, par exemple, qui, je pense, saurait presque démonter un moteur de voiture, tellement elle est débrouillarde. On a passé notre permis très tôt. Enfin, il fallait qu'on sache se débrouiller très vite et qu'on soit très autonome, très indépendante. Voilà, il n'était pas là pour il nous supervisait, il nous nourrissait, il nous abreuvait, notamment de culture et d'ouverture d'esprit. Mais sinon, il fallait qu'on grandisse seuls et qu'on devienne des femmes très autonomes et très indépendantes. Papa était, je ne sais pas s'il était très en avance sur son temps, mais en tout cas, il s'est pas mal rebellé contre son éducation lyonnaise, bourgeoise, un peu coincée. Il a fait des choses que je ne vous raconterai pas parce que voilà, je tiens à sa réputation.
Mais je crois que ce qui lui a plu aussi chez maman, c'est justement le fait qu'elle soit tellement différente. D'abord, elle avait un look différent, elle portait des pantalons, elle avait les cheveux courts. À l'époque, les filles étaient en jupe. Et elle avait une espèce de liberté d'esprit, effectivement, tout en restant dans une sorte de moule... de moule strict. Enfin, je veux dire, en plus, mes grands-parents étaient calvinistes, donc c'est un peu ric-rac quand même s'ils ne pratiquaient pas. Et je pense que cette espèce de dualité qu'elle avait, effectivement, il a tout de suite perçu et il y a tout de suite adhéré. Et en fait, ils se sont trouvés très très vite en harmonie sur ce plan-là. Hop, Marianne Stroop en het kannetje, laat de popjes dansen. Mon père est resté très curieux de tout, de la vie et puis des choses en général, jusqu'au jour de sa mort, on va dire. Chez maman, c'était naturel. Chez lui, c'était peut-être plus intellectuel, entre guillemets. Mais en fait, on a vraiment grandi là-dedans et on s'est nourri de ça. Et pour eux, c'était le plus important. À la limite, l'éducation, etc., ça, c'était des bases qu'on donnait, point. Et à l'intérieur de cette espèce de cadre, il y avait de l'ouverture, il y avait de la place pour tout. Et il fallait que ce soit le plus élastique possible. Je pense qu'une des choses qui a plu à papa, c'est évidemment ce côté un peu fêlé, un peu dingue qu'avait maman. Dont elle a hérité de sa mère d'ailleurs, parce qu'en fait ma grand-mère était déjà effectivement quelqu'un d'un peu zinzin. Et mon grand-père, je crois, adorait cette fantaisie. Et ça a été la même chose pour le couple de mes parents. Maman était quelqu'un qui trouvait du bonheur dans tout, qui riait de tout, qui était bobo, alors bien avant l'heure. On a été élevés avec du pain noir, on a mangé des graines alors que ça courait pas les rues. Elle était habillée parfois un peu baba, enfin je sais pas, le mélanger pareil, le style baba et puis très BCBG. Et elle écoutait de la musique, elle pouvait danser. Voilà, elle dansait, elle faisait en fait de tout une fête. Et elle trouvait toujours du bonheur dans les toutes petites choses et elle nous a toujours appris que le bonheur c'était ça. Il y avait toujours quelque chose de joyeux partout et quelque chose d'heureux partout. Et par exemple le jour où elle est morte, j'ai donc lu un texte effectivement à son enterrement que j'avais écrit et au risque de choquer effectivement toute l'assemblée donc de cette ville très bourgeoise. J'ai raconté que ou peut-être même l'image que je garde d'elle, c'était, elle était beaucoup plus jeune, elle avait une quarantaine d'années, elle était encore très très belle, et c'était l'été, il faisait très chaud, il y a eu un orage, et en fait elle a ouvert toutes les fenêtres de la maison, elle est allée dans le jardin, qui embaumait, vous savez, cette odeur de la terre qui a été abreuvée là. Et c'est marrant parce que quand j'en parle, j'ai l'odeur dans le nez. Et donc elle a mis du rock à fond, elle a ouvert toutes les fenêtres et elle s'est mise nue et elle a dansé nue dans le jardin. Et pour moi, c'était l'image même de la liberté. Je me disais que j'avais une chance inouïe d'avoir une maman qui était capable de faire ça. Et je crois que cette liberté-là, effectivement, c'est vraiment ce qu'elle nous a transmis, même si on ne danse pas forcément nu dans les jardins. Mais ça symbolise une sorte d'état d'esprit. Et je pense que ça, on a essayé de l'appliquer à tous les niveaux de notre vie. Enfin, je dis nous, alors je parle au nom de mes sœurs, je devrais peut-être pas, mais je crois qu'on avait quand même ça en commun. Ensuite, chacune, évidemment, l'a adapté de manière un peu individuelle. Mais ça, c'est quelque chose, c'est vraiment le tronc commun de notre éducation. Je mets des guillemets éducation parce que c'était même pas des préceptes, c'était juste voir ce qui se passait et voir ce que ça donnait. Alors, cette liberté, elle a forcément un revers. C'est-à-dire que je pense que ça m'a rendue certainement plus forte que d'autres, mais en même temps certainement très exigeante aussi. Le fait d'avoir été élevée avec des parents comme ça et notamment avec un papa qui était un type extrêmement intelligent, extrêmement cultivé, extrêmement curieux de tout, ça plaçait un peu la barre haut. Et donc j'ai certainement pas eu une vie, alors ni une vie professionnelle d'ailleurs, mais une vie privée certainement pas très linéaire. Je me suis mariée 2 fois, j'ai épousé 2 fois des hommes divorcés, donc je les ai pris avec leur famille, avec leur passé, avec leurs enfants.
Je pense que j'ai été une bonne marâtre. J'aime bien ce terme parce qu'en fait ça donne une mauvaise image, mais mes belles-mères c'est pas la même chose. Et j'ai eu beaucoup de tendresse pour mes enfants, enfin mes deux pères de beaux enfants, et je pense qu'ils m'aiment bien aussi. Ça m'a certainement, ça aussi, appris à élever mes enfants un peu différemment, parce que je suis arrivée dans des familles qui étaient à la fois un peu brisées, mais en même temps avec des enfants déjà tout faits. Donc ça plus mon expérience à moi, ça m'a certainement permis d'élever mes garçons autrement. Ça m'a aussi, par exemple, donné la force de les quand il l'a fallu. Et notamment le second, je l'ai quitté, j'avais 50 ans passés. Je suis partie d'une vie qui, sur le plan matériel, était très facile et très aisée. Je ne pense pas que tout le monde ait le courage de se retrouver dans 50 mètres carrés, exerçant un métier de freelance en plus, donc pas très très rémunérateur, juste pour être libre. Mais voilà, moi, on m'a appris que la liberté, ça avait un prix, mais que c'était le plus important. Et je pense que sans cette éducation, je n'aurais peut-être pas... Alors je me serais peut-être... J'aurais peut-être vécu une vie personnelle plus sage, plus rangée, plus linéaire. J'aurais peut-être été très heureuse, hein, voilà. Mais je crois qu'il me fallait un peu plus de peps, de croustillant, de folie, d'aventure, et puis peut-être d'insécurité. Peut-être qu'effectivement l'insécurité... sur l'avenir, je veux dire, hein, c'est pas le côté précaire, mais ne pas savoir exactement ce qui va se passer demain, ça il y a peut-être un côté émoustillant, effectivement, qui m'a guidée, qui m'a donné envie de faire des choses en me disant, je sais pas comment ça se passera, je vais faire au mieux, et si ça marche, génial, si ça marche pas, ben, tant pis, j'assumerai. Je pense que plus que d'avoir confiance en moi, j'avais confiance en la vie et en ce qu'elle pouvait nous réserver. Plus que de la confiance, c'est plutôt le fait d'accepter l'échec ou la défaite. Échec, c'est pas un très joli mot, donc on va plutôt dire défaite. En tirer du bon, parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre effectivement de quelque chose. Et puis en plus, je veux dire, même si on divorce au bout de 18 ans, il en reste quelque chose. Enfin, je veux dire, il y a à la base une très belle histoire, de très belles choses vécues ensemble, beaucoup d'amour, et d'ailleurs de l'amour qui restait, parce que je suis restée extrêmement proche de mes anciens maris jusqu'à la fin. Même mes enfants, effectivement, j'ai quitté leur père, ils étaient très très petits, et je les ai vraiment élevés seuls, mais toujours en leur disant qu'ils étaient issus d'une histoire d'amour, qu'ils avaient été désirés tous les deux, que je ne regrettais absolument pas de les avoir fait avec cet homme-là. Et qu'en fait c'était ça qu'il fallait garder, c'était ce qui nous avait réunis tous les deux et non pas ce qui nous avait séparés, parce que c'est ce qui nous avait réunis qui faisait qu'ils étaient là eux, et ce qui nous avait séparés, ça n'avait rien à voir avec eux, bien au contraire, et que le fait qu'ils soient encore là, ça conservait le lien entre leur papa et moi, et ça je pense qu'ils l'ont compris, peut-être plus ou moins bien selon les deux, mais ça me paraissait essentiel. Donc plus que de la confiance en moi, c'est la confiance que ce que j'avais vécu n'était pas vain, et que ce qui pouvait advenir valait le coup de le tenter. Ça, c'est les bons jours, évidemment. Quand mes enfants sont nés, je me suis dit, alors ce sont des garçons, je me suis dit deux choses. La première chose, je me suis dit, un jour tu me quitteras pour une autre. Donc ça, c'était déjà d'emblée, c'est-à-dire que tu es mon petit garçon, mais l'idée, c'est que tu sois un jour heureux avec une autre femme que moi. Je ne suis que la première, entre guillemets. Et surtout, j'ai été consciente que c'était une grosse responsabilité que d'élever des garçons. Il fallait que j'en fasse des mecs aussi bien que possible. Et même si j'avais pas eu dans ma vie à moi des exemples de type horrible, macho, etc., etc. Même si mon père était, en dehors du mec formidable que c'était aussi un sale con comme tout le monde. On n'est pas non plus tous pareils. Mais en fait, j'ai essayé de leur transmettre tout le bon de l'éducation que j'avais reçue. Ne pas commettre les mêmes erreurs que mes parents, parce que tous les parents commettent des erreurs et j'en ai évidemment commises moi aussi. Mais effectivement de leur apprendre, alors d'abord à être libres eux-mêmes, de penser,
Alors d'avoir confiance en eux, ou en tout cas s'ils n'avaient pas confiance en eux, d'avoir confiance en la personne qui avait confiance en eux. Vous voyez ce que je veux dire? Mon second par exemple a grandi de manière plus en zigzag que son aîné. Et il a mis du temps à avoir confiance en lui, mais moi j'ai toujours eu confiance en lui et j'ai insisté jusqu'à ce qu'il y croie lui aussi. Je pense que ça a été relativement bénéfique. Et puis je voulais qu'ils soient effectivement de futurs hommes corrects, donc qui respectent la femme qu'ils aiment, qui sachent leur dire, leur montrer, enfin lui montrer, lui dire et les rendre aussi heureuses que possible, sans se perdre non plus. Si je dois parler d'une autrice qui m'a marquée, je vais là encore aller effectivement à l'encontre des clichés. Je vais parler de la première autrice dont j'ai retenu le nom et qui a certainement conforté mon amour de la lecture. C'est la comtesse de Ségur. Évidemment, hein, on n'en parle pas comme quelqu'un de très féministe ou je sais pas quoi. Alors en fait, c'est pas vrai du tout. Figurez-vous que la comtesse de Ségur, qui était assez malheureuse en ménage, elle a quand même réussi à l'époque à s'affranchir de son mari officiellement pour toucher ses droits d'auteur. Ça, tout le monde ne le sait pas. Je trouve que c'est quand même assez chouette de sa part. Et en fait, moi, j'adorais ses livres parce qu'évidemment, c'était facile à lire. Mais j'ai surtout le souvenir qu'en lisant La Comtesse de Ségur, je prenais conscience de ce qu'était la société, de ce qu'était l'éducation, de la différence entre les petites filles et les petits garçons. Parce que clairement, les petites filles modèles n'étaient pas du tout élevées de la même manière que Paul, le cousin qui lui avait eu droit d'aller voyager en Amérique ou je ne sais plus trop quoi, d'après mes souvenirs, ça fait un moment que je les ai pas relus quand même. Hein. Y avait des mamans ou des parents qui étaient bien avec leurs enfants, il y en avait d'autres qui étaient odieux, comme Madame Fichini, là, qui était une marâtre d'ailleurs. C'est peut-être parce que Madame Fichini était méchante que j'ai été une gentille marâtre. Vous voyez, c'est pas anodin quand même, la comtesse de Ségur. Je suis certaine que quelque part, elle m'a un peu influencée. Il y en a une autre qui m'a beaucoup marquée aussi, c'est Albertine Sarrazin. Je ne sais pas si elle est très à la mode, mais en tout cas, moi je me souviens que... donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'avait pas le droit de dire des gros mots à la maison. Enfin, en tout cas, c'était très très mal vu. Un jour, j'ai dû lâcher un merde. J'avais bien 13-14 ans sonné. Et je m'attendais à être un peu réprimandée. Et mon père s'est tourné vers maman. Il a éclaté de rire. Il a dit, elle est mûre pour lire Albertine Sarrazin. Et il m'a mis l'astragale entre les mains. Et là, j'ai pris une claque. C'est-à-dire que Albertine Sarrazin, c'était une délinquante, c'était une voyoute. Elle s'est prostituée, mais en même temps, elle faisait ça parce qu'elle était folle dingue amoureuse de son mec. Et puis, alors là encore, j'ai retrouvé une liberté extraordinaire dans ses livres, mais en fait, dans ses choix de vie, dans sa manière de parler, dans sa manière d'écrire, je trouvais gonflé, et je pense que c'est pour ça que mon père me l'a donné à lire, je trouvais gonflé d'écrire des gros mots, de parler argot pour raconter sa vie, en plus raconter une telle vie. Et je suis tombée mais complètement amoureuse d'Albertine Sarrazin et de ce personnage. Alors vous voyez, entre la comtesse de Ségur et Albertine Sarrazin, il y a quand même un certain univers, mais peut-être que ça me résume effectivement assez bien. D'ailleurs, j'adore l'argot. Je suis une fan de San Antonio aussi. Alors aujourd'hui, je suis grand-mère d'une petite fille donc, qui a 2 ans et demi. C'est un grand bonheur parce qu'en fait, autant mes parents rêvaient de garçons, ils ont eu des filles, autant moi, j'ai rêvé de filles et j'ai eu des garçons, sans regret d'ailleurs. Mais là, maintenant, je m'éclate, je joue à la poupée, évidemment. Et c'est une enfant absolument délicieuse en plus. Et c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes rapports parce qu'en fait, on est moins impliqués. Enfin, je veux dire, je n'ai pas charge d'âme envers elle comme j'avais charge d'âme de mes fils, d'autant que je les ai quand même élevés seuls. Mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses à lui transmettre, à commencer par justement par cette culture hollandaise, même si elle n'en a que quelques bribes. Donc je lui apprends quelques mots en hollandais, je lui chante des continents hollandais, je lui apprends à aimer le gouda, et puis je lui apprends à être un peu fêlée aussi, comme il faut. Je ne sais pas si la fêlerie c'est particulièrement nordique, mais en tout cas la fêlerie de ma grand-mère et de ma mère est sans doute la mienne, je voudrais qu'elle l'ait aussi. Elle arrive effectivement dans un monde où les femmes ont une place beaucoup plus présente, beaucoup plus visible. Elles ont beaucoup plus de droits que ma grand-mère, que ma mère, qui par exemple, ça paraît idiot, mais a perdu sa nationalité en se mariant avec un Français. Moi je trouve ça violent en fait avec le recul.
Donc Anna, elle arrive à un moment où effectivement les femmes ont beaucoup plus de droits, beaucoup plus de liberté, qu'elles s'en servent et qu'elles deviennent elles aussi une femme libre, forte et indépendante. Mais sans sombrer non plus dans cette espèce de féminisme parfois un peu revendicatif qui peut aussi exister en parallèle et que je trouve pas très joli parce que je trouve que les hommes aussi ont une belle place et que nous on se sent bien parce qu'on a un homme à côté de nous. Enfin, tout ça, ça doit être complémentaire et je voudrais qu'elle, effectivement, elle sache le vivre en ayant moins à se battre que nous, en ayant moins à revendiquer que nous et donc justement avec beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus d'harmonie et peut-être avec plus de place justement à la dinguerie, parce que la dinguerie c'est beau.